Il est 10h32. La Poste, un employeur responsable et engagé qui s'engage à votre côté, particulièrement en ce mois de l'ESS. Eh bien, nous voulons des preuves. C'est ce que nous vous proposons ce matin dans cette émission. Alors d'abord, est-ce que vous connaissez le phénomène de grande démission, ce phénomène de démission massive observé aux États-Unis et qui gagne la France parmi les démissionnaires, des cadres en début de carrière, diplômés de grandes écoles, de jeunes élites qui font partie d'une génération qui semble en rupture avec le marché du travail, prête à partir du jour au lendemain, à prendre dans le même mouvement à la fois le large et ses responsabilités. Ces jeunes réclament du sens, de l'impact, des raisons d'être au travail. Le fameux Why, cher à Simon Sinek, le célèbre conférencier américano-anglais, puis ces diplômés qui ne consentent plus aux voies classiques qui leur sont destinées. Il s'agit par exemple de privilégier l'écologie et le secteur social. Et puis parallèlement, les critiques s'accumulent contre certains emplois réputés les plus prestigieux, mais les moins épanouissants. Le système universitaire et les entreprises se trouvent donc face à de nouveaux défis. Comment répondre à la quête de sens invoquée par les jeunes et les moins jeunes? Nous allons regarder tout cela avec nos invités. À nos côtés ce matin, Marie-Cécile Nave, vous êtes déléguée générale France Université et politiste. Cécile Padeloup est avec nous, directrice développement RH à la Poste Group. À vos côtés, bonjour Aurore Meyer, vous êtes responsable du pôle mobilité externe à la Poste Group également. Et on va commencer avec vous, Chanaise Rivera. Vous êtes étudiante, vous avez 22 ans, vous avez grandi en Moselle, près de Forbach. Votre lycée situé en zone sensible a établi avec Sciences Po Paris une CEP, une convention éducation prioritaire, une initiative qui a permis de diversifier le recrutement des étudiants de Sciences Po Paris et d'admettre des jeunes qui n'auraient, dans l'immense majorité des cas, jamais eu aucune chance de réussite, voire n'auraient jamais imaginé pouvoir faire acte de candidature. Vous avez su, vous, en profiter de cette convention et désormais vous êtes lancé à 22 ans. Où est-ce que vous en êtes, Chanaise ? Là, je suis en master politique publique en spécialité administration publique, donc ça fait déjà 5 ans bientôt que je suis à Sciences Po. 5 ans de Sciences Po et vous avez l'associatif chevillé au corps. Oui, c'est ça, parce que dès ma première année, j'ai commencé à m'engager dans des associations. Alors c'était d'abord plus des associations qui étaient spécialisées sur l'égalité des chances, en lien aussi avec le concours que j'avais passé forcément, puisque c'était de la préparation et qui visait à préparer notamment des candidats à Sciences Po. Ensuite, j'ai fondé en 2019 une association de lutte contre les violences conjugales, à la suite malheureusement d'un féminicide, d'une personne que je connaissais. Et ensuite, je préside toujours cette association et là, je préside une autre association qui s'appelle Society et qui travaille notamment sur le Maghreb et sa diaspora. Donc deux associations. Vous présidez deux associations en plus d'être en master en Sciences Po. Viendra bientôt la recherche d'emploi, donc il y aura master 2 ensuite, d'autres orientations pour les études avant de chercher un premier emploi. C'est quoi vos projets ? Là, oui, je suis en année de césure entre mon master 1 et mon master 2, justement parce que j'étais un peu perdue et que je ne savais pas trop ce que je voulais faire après mes études. Et là, le projet, normalement, l'année prochaine, c'est de préparer en même temps que les concours de la haute fonction publique, donc le concours de l'INSP, le nouvel ENA. Le nouvel ENA, car votre projet est assez clair, hein, vous souhaitez vous engager dans le secteur public. Oui, c'est vrai que dès mon entrée à Sciences Po, je savais que je voulais m'engager dans le secteur public notamment et pourquoi pas même plus tard faire notamment de la politique. Donc je savais que c'était dans ce milieu-là que je souhaitais évoluer. Après, je ne l'idéalise pas en opposition au secteur privé, hein. Il y a toujours mais c'est le secteur public vers lequel vous souhaitez vous diriger. Et vous êtes attaché aux valeurs des structures auxquelles vous appartenez, les associations, on comprend bien, mais à l'avenir aussi dans les entreprises que vous allez rejoindre, ou le secteur public que vous allez rejoindre. Attaché à certaines valeurs, quelles sont-elles, ces valeurs ? Oui, je suis attachée évidemment aux valeurs que je défends déjà dans mes associations. Je pourrais dire que j'y suis totalement imperméable quand je suis dans le monde du travail, mais c'est pas vrai. Il y a toujours, ça me sensibilise toujours. Et ces valeurs, elles concernent aussi plutôt l'équilibre de vie entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Je pense que le Covid nous a bien montré que
la prise en charge de sa santé mentale et de son bien-être personnel, c'était important. Donc, c'est essentiel pour moi de trouver un équilibre entre ces deux milieux-là. Le fameux équilibre, effectivement, entre la vie pro et la vie perso. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureuse dans votre vie pro? C'est cet équilibre, justement, d'autres choses également? Oui, je pense déjà... Est-ce que c'est l'argent? L'argent, c'est important aussi. J'aimerais bien gagner bien ma vie et puis être à l'aise financièrement, comme on dit. Mais je pense que ça passe aussi par plus de souplesse sur les modalités de travail. On a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui accordent à leurs salariés la possibilité d'être en télétravail ou d'être au bureau, ou de faire les deux, voilà, d'être un peu plus souple là-dessus. D'autres qui accordent aussi à leurs salariés peut-être 2 jours dans l'année où ils peuvent s'engager associativement, faire d'autres choses un peu que le travail. Donc ça, je pense que c'est des choses essentielles et qui permettent de faire évoluer aussi un peu le milieu du travail. Donc l'idée de ne pas être mono-activité dans son job Oui. temps plein du lundi matin au vendredi soir sur une seule mission, pouvoir organiser son temps comme on veut. Ce serait votre exigence vis-à-vis de votre employeur, c'est ça, à l'avenir? Oui, et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui, dès l'entretien d'embauche, demandent directement si le télétravail est possible. Et si le télétravail n'est pas possible, il y en a beaucoup qui désormais refusent des offres. Donc je pense que c'est important à prendre en compte aussi désormais, et surtout après une période de confinement qui a été assez importante. Qui a donné des leçons qui a donné des leçons à beaucoup d'entre nous, et, effectivement. Dernière question sur votre avenir, le milieu des ONG, hein, c'est ce qui vous tente le plus? Pas le plus. C'est un milieu qui me tente bien parce que justement ça permet de combiner des engagements personnels aussi avec son travail. Parfois c'est un peu piégeux parce que du coup on se penche, enfin on n'accorde aucune limite à son travail puisque c'est vraiment ce qui est chevillé au corps, donc on a envie de bien faire. Mais non, pas particulièrement. Je suis assez ouverte là-dessus. Vous êtes assez ouverte, mais surtout déterminée. Vous savez dans quelle direction vous souhaitez aller. Marie-Cécile Nave, bonjour. On va présenter le livre, votre dernier livre, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir, chez Kalman Levy. Est-ce que Chanez est un cas unique? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est loin d'être un cas unique, je pense, hein, même si quand on parle de jeunesse, il faut être très prudent dans l'utilisation de ce mot, ou de génération X, Z, millennials, etc. Et comme moi, je viens du monde de la recherche, donc je sais qu'il faut être très prudent dans les... Je ne me suis pas risqué aux millennials X, Y, Z. Hein. Non, mais c'est remarqué. C'est bien de préciser. C'est moi qui prends cette responsabilité, mais c'est vrai qu'il faut être très prudent dans les généralisations qu'on peut faire en termes de génération, parce qu'il faut croiser ça avec beaucoup d'autres paramètres, le territoire de vie, l'origine, le niveau de diplôme, le sexe, et plein d'autres choses. Mais néanmoins, il y a quand même un effet générationnel qui accélère un certain nombre d'attentes qu'il peut y avoir dans l'ensemble de la société, je pense, dans certains métiers ou dans certains secteurs peut-être plus que dans d'autres. Hein, dans les métiers où on est plus qualifié, on a peut-être plus de choix aussi en matière d'offres de travail et d'évolution professionnelle que dans les métiers moins qualifiés où, hélas, on a moins de choix, les mobilités sont moins faciles. Il y a un effet d'accélération qui nous bouscule. Nous, en tant qu'université aussi, qui devons faire évoluer notre offre de formation et en adéquation à la fois avec les attentes du monde du travail, bien sûr, les besoins en compétences, mais aussi les attentes qu'ont la jeunesse, qu'ont les jeunes, pardon. Mais je crois que c'est un phénomène assez global dans le monde du travail qui s'est sans doute accéléré aussi avec le confinement, ça a été dit très justement, et qui incite un peu tout le monde à se remettre en question, et je pense pour le bien de toutes et de tous, c'est-à-dire un certain nombre de valeurs qui jusqu'ici étaient dominantes dans le monde de l'entreprise, qui sont la compétition, le présentéisme, le fait de pas forcément considérer l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle comme quelque chose qui peut avoir du sens. Tout donner dans son travail, ça n'est plus un modèle dominant aujourd'hui. Enfin, ça le reste encore un petit peu
parfois, mais je pense que la tendance n'est plus là. Et les jeunes qui, je trouve, les jeunes comme Chanez sont très intéressants parce qu'ils ne s'excusent pas d'avoir des valeurs importantes et de vouloir les mettre en pratique dans leur vie professionnelle et d'avoir cette porosité plus grande aussi avec la vie personnelle, que ce soit la vie privée, mais aussi la vie quand on s'engage en association ou ailleurs, parce qu'on peut aussi s'engager dans sa vie sans forcément être dans une association, quand on s'occupe d'une personne dépendante, quand on aide dans son quartier, quand on a aussi un certain nombre de principes qu'on met en pratique dans sa vie de tous les jours sans forcément que ce soit institutionnalisé dans une organisation. C'est intéressant parce que c'est aussi beaucoup d'apports pour l'employeur. Ce sont un certain nombre de compétences dont l'employeur aurait tort de se priver. Et je crois que de plus en plus d'organisations, et c'est le cas de la Poste, hein, notamment, c'est assez emblématique, le savent, le prennent en compte. Et côté université, on le prend en compte aussi dans la meilleure manière de considérer que l'engagement des étudiants est un plus. Et les demandes, les attentes qu'ils et elles peuvent avoir sur l'évolution des cursus, à la fois des contenus, mais aussi tous les types de compétences que ça peut apporter. C'est un plus, on en tient compte. Et il ne faut pas se défier de la jeunesse, au contraire, il faut vraiment les prendre au sérieux et voir ce qu'ils et elles ont à nous apporter. Et moi, ce qui me frappe dans les nouvelles générations, c'est que sur tout un tas de sujets, on le disait il y a quelques jours, je participais à Sciences Po dans une conférence où j'étais invitée notamment par Chanez, et ça c'est nouveau aussi, ce type de conférence qui se développe grâce aux étudiants. Le seuil de tolérance s'est abaissé sur un certain nombre de sujets, on le sait, sur l'écologie, sur le climat, mais aussi sur le sexisme, sur le racisme, sur le respect de l'autre d'une manière générale, et les nouvelles générations, et c'est encore plus vrai dans celles qui arrivent après, celles qui sont au lycée aujourd'hui. Alors là, le changement de société qu'il nous prépare est colossal. Eh bien, ils arrivent à croiser toutes ces problématiques et à montrer que le réel est complexe et à nous dire, ok, maintenant, vous, adultes, qui êtes aux responsabilités, qu'est-ce que vous faites pour que le monde aille mieux et que tout le monde se sente mieux là-dedans? Et le monde du travail, la sphère professionnelle et la sphère de la formation sont particulièrement concernés, donc c'est très positif. C'est très positif, et donc la jeunesse qui challenge les adultes, la jeunesse qui challenge son employeur, on ne vient pas plus quémander un job, mais on pose ses conditions, et ces conditions, quand on le peut. Bien sûr, il ne faut pas non plus généraliser. Il faut pas non plus généraliser. On a compris également qu'il ne fallait pas sombrer dans les clichés. Les jeunes veulent désormais du sens et de l'impact au quotidien. Vous l'avez cité, les universités doivent s'adapter. Eh bien, écoutez, nous sommes allés à la rencontre justement d'un président d'université, celui de l'université de Clermont-Auvergne, qui nous confirme cette lame de fond chez les étudiants et nous parle de nouvelles formations pour répondre à leur quête de sens. On écoute Mathias Bernard, c'est parti. Depuis plusieurs années, nous nous rendons compte que nos étudiants ont modifié leur manière à la fois de se projeter dans leurs études et puis également dans leur avenir professionnel. Ils sont vraiment en recherche de sens, de valeurs, justement, par rapport à ces projets, y compris en relation, bien sûr, avec des grandes problématiques, notamment environnementales, écologiques, dans lesquelles ils sont très engagés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'un étudiant qui rentre à l'université, il ne cherche pas simplement à avoir un job coûte que coûte ou à avoir le maximum d'argent, mais aussi à pouvoir avoir un projet d'études et surtout ensuite, je dirais, un emploi qui corresponde à un certain nombre de valeurs collectives, sociétales, etc. Et donc, par rapport à ces nouveaux profils, ces nouvelles attentes qui correspondent aussi à ce que recherche aujourd'hui un grand nombre d'employeurs en termes de compétences, eh bien, les universités ont été amenées à adapter leur offre de formation. Je vois pour mon université, l'université Clermont-Auvergne, on a par exemple mis en place de nouveaux cursus, on a fait évoluer nos cursus en intégrant dans nos formations des éléments relatifs aux transitions écologiques et sociétales. Par exemple, pour tous les étudiants de première année de licence, nous proposons dès cette année une formation, un module de formation justement aux enjeux du développement durable. Et puis, on a également souhaité à l'université Clermont-Auvergne reconnaître dans nos cursus l'engagement de nos étudiants, que ce soit dans des activités sportives, culturelles, que
que ce soit dans des associations ou bien même comme un réserviste de la garde nationale, pour prendre quelques exemples, parce que nous avons bien conscience que justement dans ce type d'engagement, ils développent des compétences transversales qui sont complémentaires de ce qu'ils peuvent avoir dans leur formation, je dirais, classique, et qui peuvent être aussi très valorisables dans le monde professionnel et qui correspondent justement à ces nouvelles valeurs qui sont effectivement la responsabilité, je dirais le sens du collectif, que ce soit aussi la capacité de travailler en équipe, la créativité. Et j'ai par exemple voilà, un cas d'une étudiante, Anaïs, qui était donc étudiante en master de philosophie, qui a eu le statut d'étudiant artiste et qui a pu faire reconnaître justement son engagement dans des activités artistiques. Elle faisait du théâtre et elle a depuis rejoint un cabinet de consultance en management, un cabinet international, parce que justement les compétences qu'elle a développées, qui ont été reconnues dans le cadre de cette activité, ont vraiment intéressé son employeur. Voilà pour Mathias Bernard, le président de l'université Clermont-Auvergne. Il évoque avec l'exemple de son étudiante Anaïs, au-delà des hard skills qui désignent les compétences, vous le savez, scientifiques et techniques attendues aux recruteurs. Il y a également ce que vous connaissez aussi, les soft skills, le savoir-être et les compétences comportementales. Et puis, vous connaissez ces notions aussi, mesdames, qui se développent, les talents de malade, les mad skills. Concrètement, il s'agit de donner un autre rôle que cosmétique à la case loisirs et voyages des CV et à convertir toute sa vie dans la sphère professionnelle. Donc hard skills, soft skills et mad skills. Chanès, pour revenir au début de la vidéo, en termes de formation, nouvelle formation, à Sciences Po, il y a des choses particulières, voilà, sur l'écologie, sur l'ESS. Qu'est-ce qu'on vous propose ? Oui, heureusement, le milieu des universités bouge aussi. Alors, je pense que c'est grâce notamment au travail des associations. Il ne faut pas le minimiser parce qu'elles ont vraiment fait pression sur les universités pour que ce soit mieux développé, que ce soit le sujet de la transition écologique, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc oui, à Sciences Po, il y a des cours qui se développent à ce sujet. J'avais notamment suivi un cours l'année dernière qui s'appelle donc le certificat en égalité femmes-hommes et politique publique et qui est donc, comme son nom l'indique, une espèce de diplôme grâce auquel on avait pu bénéficier toute l'année de cours sur l'égalité femmes-hommes et pour savoir aussi comment le mettre en place une fois arrivé aux responsabilités, donc plus tard. Il y a aussi plusieurs cours qui se développent sur la transition écologique, sur la remise en cause du modèle capitaliste, sur tous ces sujets. Donc ça avance. Un certain nombre de formations qui deviennent obligatoires à terme, d'ici 2025. Oui, ça fait partie des annonces récentes de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, fin octobre, dans un colloque à Bordeaux sur la question des transitions dans les formations de l'enseignement supérieur, qui veut que tous les étudiants, en commençant par les étudiants de licence, soient formés d'ici 2025 aux questions de transition. Alors, ils sont déjà pour beaucoup formés par leur propre manière de s'intéresser à plein de sujets, à lire, à s'engager, etc. Mais c'est vrai que si c'est labellisé, vu comme tel, indiqué comme tel, certifié comme tel dans les formations, eh bien, c'est plus clair pour tout le monde. C'est plus clair aussi pour tout un tas de lycéens qui regardent déjà le portail Parcoursup. Que tout le monde connaît, bien sûr, et qui permet à l'ensemble des formations qui sont inscrites sur Parcoursup, elles sont de plus en plus nombreuses et vraiment vérifiées par les responsables de ce portail, de mettre en avant un certain nombre de choses sur l'ensemble des transitions. Et quand on dit transition, c'est évidemment transition écologique, climatique, énergétique, mais c'est aussi transition sociétale sur la lutte contre les discriminations et plein d'autres sujets qui sont liés à l'égalité, au respect de l'autre, à la lutte contre les violences. Et c'est aussi, je crois, l'intérêt des employeurs de prendre ça en compte. D'ailleurs, évidemment, les associations jouent un énorme rôle pour pousser les formateurs, les écoles, les universités à faire évoluer leur offre, mais aussi le monde professionnel. Les branches, les acteurs économiques locaux parfois, parce qu'il y a des universités de toute taille, mais dans parfois des petites universités qui sont très spécialisées, qui ont une histoire aussi en lien avec les bassins d'emploi et la culture économique locale.
eh bien, ça se discute aussi à cette échelle-là, et être capable d'intégrer ces questionnements-là dans sa propre organisation, eh bien, pour les employeurs, c'est tout bénéfice, parce que si on a une politique de lutte contre les discriminations, de valorisation de l'égalité, eh bien, on ne perd plus autant de talents et de compétences qu'on pouvait le faire avant, quand on était gender blind, c'est-à-dire aveugle aux questions de genre, ou color blind, aveugle aux questions liées à l'origine. Ça permet aussi de se dire, bon, peut-être que j'ai l'habitude d'aller recruter toujours dans le même type de formation, de diplôme, en France par exemple, au hasard, les grandes écoles, et quand on a ce regard un peu de vouloir diversifier son personnel et de prendre en compte aussi la diversité de son personnel pour la progression de carrière, eh bien on ouvre son regard à d'autres types de cursus et à d'autres types d'expériences de vie, parce qu'en France, malheureusement, on est encore un petit peu trop collé au modèle de la formation initiale qui, à 22, 23 ans, 24 ans, nous donne un diplôme, et puis il est censé être un peu notre étiquette toute la vie. Ça, c'est une spécificité française qui tend quand même à être remise en cause. Eh bien, il y a tout un tas de types de parcours, et les années de césure servent à ça aussi, qui montrent qu'on peut avoir d'autres compétences, d'autres qualités, d'autres regards sur le monde qui sont une richesse pour tout le monde, dans un monde qui est peut-être plus complexe qu'avant, je ne saurais pas dire, mais en tout cas dans lequel les attentes de réponse vis-à-vis de cette complexité sont réellement là, de compréhension, de pouvoir agir sur ce monde complexe sont réellement là du côté des employeurs, et c'est le cas des écoles et des universités aussi. Les écoles et les universités s'adaptent à ces nouvelles tendances, on l'a bien compris. Vous venez de parler des employeurs, la transition est toute trouvée pour me tourner vers vous, Cécile Padeloup. On le rappelle, vous êtes directrice du développement RH à La Poste. Les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place à La Poste, et quel est votre sentiment sur cette nouvelle tendance, justement ? Oui, effectivement, les entreprises doivent s'adapter et communiquer différemment, et bien expliquer ce qu'elles font, de façon à faire preuve de pédagogie auprès d'un public jeune, mais aussi moins jeune, puisque, on le disait tout à l'heure, ces 2 années de Covid qu'on a vécues ont fait réfléchir tout le monde, en fait, et pas seulement les jeunes. Aujourd'hui, on va tous chercher du sens dans ce qu'on fait, des valeurs dans ce qu'on fait, de la diversité dans les activités qu'on occupe au quotidien. Donc la possibilité de changer de tâche, de métier, de carrière plusieurs fois au sein de la même entreprise. Et puis aussi de la possibilité de participer et de contribuer aux décisions de l'entreprise. Donc le groupe La Poste, évidemment, est dans cette tendance-là, et depuis bien longtemps, je dirais, en termes de valeur, de sens, puisque le groupe La Poste est société à mission, et elle porte dans sa raison d'être des missions de service public, puisqu'on a un contrat avec l'État qui nous engage à contribuer à la transition écologique, à contribuer à l'aménagement des territoires. Et ce sont des valeurs qui sont importantes, donc oui, pour les jeunes qu'on va aller recruter, mais aussi pour les moins jeunes qui ont besoin de trouver du sens à leur carrière. Alors, et comment vous faites justement concrètement pour attirer les talents à La Poste, pour la jeunesse peut-être qui ne connaissent que La Poste via le bureau de poste dans leur ville ou leur village, via le facteur qu'ils croisent de temps en temps, mais il y a plein d'autres choses évidemment à La Poste. Donc comment vous allez les voir, ces jeunes ? Oui. Alors c'est vrai, quand on n'est pas collaborateur du groupe La Poste, on ne se rend pas compte de la multitude des activités et des possibilités qui existent au sein de ce groupe. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque moi-même, ça fait seulement 3 mois que je suis au groupe La Poste. On va vous demander un rapport d'étonnement. Oui, je suis en train de le préparer. Effectivement, on peut avoir une vision un peu tronquée des missions des collaborateurs de La Poste, mais La Poste est une entreprise qui a plusieurs centaines d'années et qui a su se réinventer et se transformer constamment.
puisque on va passer d'une mission de distribution de courrier, de presse, de colis, à être acteur de la transition numérique dans les territoires, être acteur du lien social et des services au sein d'une collectivité locale. Donc, toutes ces missions-là et tous ces métiers-là qui sont sans cesse en transformation, eh bien, on va les communiquer auprès des jeunes et on travaille beaucoup la communication avec les écoles, avec les universités, avec les lycées même, de façon à faire une présentation des métiers, des possibilités d'évolution de carrière qui existent au sein du groupe. Et on recrute chaque année plus de 20 000 jeunes, que ce soit en CDI, en CDD, en alternance, en stage. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, et on a une forte attractivité parce qu'ils s'y retrouvent. Ils se retrouvent dans le sens et dans les missions qu'on peut leur donner. Vous affichez vos valeurs, vous leur présentez vos missions de service public, les 4 fameuses missions de service public de la Poste, et c'est comme ça que vous les accrochez. Oui, on les accroche. Effectivement, on a un travail de séduction, d'accroche, de conviction à faire auprès des jeunes. Et ils peuvent s'y retrouver s'ils ont le souhait d'arriver et de commencer leur carrière dans une entreprise où ils vont avoir la possibilité de réaliser plusieurs métiers dans leur parcours. Et aujourd'hui, on dit on ne fait plus toute sa carrière dans une seule entreprise, mais à la Poste, c'est possible, puisque si on commence son parcours à la Poste en tant qu'alternant, puisqu'on a 4500 alternants chaque année, du CAP jusqu'au Master 2, on peut très bien commencer son parcours en tant que facteur, et puis au bout de quelques années, avoir envie d'autre chose, et participer à un parcours de formation, devenir chargé de clientèle dans un bureau de poste, et puis au bout de quelques années, avoir envie encore d'autre chose, et bénéficier d'un parcours de formation pour être conseiller clientèle et travailler dans la banque. Et là, justement, le positionnement de la Banque Postale, il est très orienté vers l'écologie. La Banque Postale, aujourd'hui, elle propose des services et des investissements bancaires qui sont responsables et qui sont acteurs de la transition écologique. Des prêts verts notamment ? Exactement. Et ça permet donc de continuer sa carrière tout en ne renonçant pas à ses valeurs et occuper différents métiers. On a ce qu'on appelle les parcours balisés et les itinéraires pionniers qui permettent à des collaborateurs de la Poste de changer de métier, d'obtenir un diplôme et pourquoi pas, une fois qu'ils sont conseillers bancaires, de devenir technicien de système d'information par exemple et travailler dans le digital au sein du groupe. On le verra effectivement dans une autre émission tout à l'heure cet après-midi sur des exemples de parcours exemplaires de postiers qui se reconvertissent ou qui poursuivent leur carrière d'une manière bien originale. Aurore Meyer, les jeunes sont de plus en plus en attente, hein, on l'a compris. Et pour illustrer ça très concrètement, vous avez un exemple d'un récent entretien RH. Racontez-nous ça. Oui, tout à fait, Yann. On en parlait. J'ai une collègue qui fait de recrutement RH et on discutait toutes les deux. Et elle m'expliquait qu'elle passe l'entretien. C'est pour un poste de commercial. Bon, c'était une jeune femme, donc la challenge, elle passe son entretien. Et à la fin, l'entretien semble terminé et finalement la jeune femme dit « Et vous, qu'est-ce que vous me proposez ?» Ça rejoint ce que disait Chanaise et Marie-Cécile. Et quand Marie-Cécile dit finalement ils ne s'excusent plus, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous me proposez ? Et en matière d'équilibre, vie privée, vie professionnelle, et en matière d'engagement, qu'est-ce que vous m'apportez ? Et ma collègue qui fait du recrutement me dit « J'étais un peu déstabilisée parce qu'en fait c'est un phénomène nouveau. » C'est-à-dire que souvent, on a l'habitude, voilà, nous, c'était plutôt le candidat qui était là pour se vendre. Il faut que nous, maintenant, en tant qu'employeur, on vende aussi ce qu'on propose et qu'on soit attractif même dans les entretiens. C'est un échange de services. C'est le jeune ou la personne qui passe à un entretien n'est plus qu'un chercheur d'emploi. Il est un offreur de services et il attend quelque chose en échange. Et cette... plus qu'une anecdote, hein, ce que vous racontez là, c'est très, très révélateur. Alors, pas facile, on l'a compris, de répondre aux attentes des jeunes, mais en même temps, c'est ceux qui frappent à la porte de la Poste.
ils viennent pas à la poste par hasard. On l'a un peu dit avec vous. Vous complétez? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on parle avec tous les postiers, quels qu'ils soient, alors les postiers, nous on dit les postiers, mais en fait c'est pas que les facteurs, c'est une grande famille, c'est comme les cheminots à la SNCF, voilà. Et finalement, quand on parle avec les collaborateurs, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient à la banque, au courrier, même dans les bureaux de poste, il y a quand même un fort sentiment et un engagement. Le sens de l'intérêt général, il est là. Si Cécile nous a rejoint il y a 3 mois, voilà, je pense qu'on en avait parlé, voilà, on a tous quand même ce sens de l'intérêt général, du service public, comme le disait aussi Chaynès, ce sens en tout cas voilà, d'engagement qui est fort. Et donc finalement, tous les 250 000 postiers qui sont là ont ce sens du service, du rapport à l'autre, de la proximité. On dit que notre métier est la proximité, mais c'est vraiment ça. Chacun à notre niveau, même quand on est au siège, on a ce sentiment d'être au service de tous, de chacun, et vraiment d'avoir un fort sentiment et une envie de s'investir pour l'intérêt général. Alors, une fois qu'ils sont intégrés, une fois que ce match s'est réalisé entre le candidat et la poste, une fois que donc, ces personnes sont intégrées au sein du groupe, vous ne les empêchez pas de développer leurs compétences folles, comme on le disait tout à l'heure, leurs mad skills, puisque vous avez de véritables accompagnements pour permettre leur engagement à l'extérieur, et notamment dans le domaine de l'ESS. Oui, alors justement, les collaborateurs ont un sentiment ils veulent vraiment s'engager pour l'intérêt général, le service. Donc d'emblée, on pouvait se dire, bah voilà, finalement, ils sont à la poste, ils ont envie de s'engager pour l'intérêt général, donc on n'a pas besoin d'aller au-delà. Et en fait, si, c'est surtout les jeunes générations, mais pas que, comme le disait Cécile. Et on a eu les jeunes générations et les plus âgés, étonnamment, qui nous ont dit, mais finalement, nous, on est engagés par ailleurs souvent en tant que bénévoles, et pourquoi avoir cette frontière entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Et on voit que de plus en plus, même si, alors c'est un peu antinomique, on dirait, c'est comme dit Chaynès, on veut l'équilibre vie privée-professionnelle, et en même temps, on a l'impression que les deux mondes se rejoignent. C'est-à-dire qu'en même temps, l'entreprise permet cet engagement personnel, et de la même façon, parfois, on emmène son professionnel en télétravail, donc chez soi. Donc ça, c'est méthode un peu... Et du coup, pour répondre à ça, nous, on s'est dit, mais puisqu'on est engagé par ailleurs avec des associations, on est très engagé, on les aide au niveau, voilà, on a des services bancaires, on a en termes d'immobilier aussi, on les accompagne, on a un accord dans le cadre d'une alliance dynamique avec tout le système associatif, et on s'est dit finalement, pourquoi ne pas permettre à nos collaborateurs de donner de leur temps sur le temps de travail auprès d'associations. Et donc, on a mis en place une politique de mécénat de compétences. Politique de mécénat de compétences, mais attention, le manager va dire, attendez, je ne veux pas que mon collaborateur, ma collaboratrice quitte son boulot et aille faire autre chose. Alors, comment on explique ça aux managers? Comment c'est justifié, ça? Alors déjà, on le permet alors on a 2 modèles, un temps long qui est plutôt sur du fin de carrière, et du coup c'est pas problématique pour le manager parce que les gens glissent tranquillement vers la retraite parce qu'ils le souhaitent, s'ils le souhaitent, ils s'engagent dans des associations. Donc là, le manager, bon, voilà, il accepte. Et sur le reste du temps, c'est vraiment du court terme, c'est-à-dire ça peut être 1 heure, 1 jour, quelques jours par mois. C'est vraiment vu avec le manager, et selon l'activité, ça se gère comme un temps de formation, comme un temps où on se connecte là pendant 1 heure pour assister à une conférence. Donc c'est très facile à mettre en œuvre, et du coup c'est accepté, c'est très accepté. Aujourd'hui, on a 2100 personnes qui donnent de leur temps régulièrement, donc c'est peu et beaucoup, c'est en train de démarrer, mais on a des gens qui s'engagent, et les managers sont plutôt... l'état d'esprit est en train de changer aussi, c'est-à-dire que les managers se rendent compte que quand ils ont un collaborateur qui est épanoui par ailleurs, qui apporte ses compétences dans le milieu associatif, mais qui finalement en ramène des nouvelles aussi, parce que ça lui permet de s'adapter dans d'autres milieux et dans d'autres modes de fonctionnement. Hein. C'est un peu déstabilisant selon l'association où l'on est. On peut se retrouver à faire un peu tout et n'importe quoi. Une association me disait, j'ai des gens qui deviennent multitâches, et ça chamboule un peu dans leur manière de travailler. Et donc chacun s'apporte. Donc finalement, le manager, il en retire aussi un bénéfice. Et les managers qui ont accompagné les collaborateurs, les 2100 qui
font ces mécénats, ces missions à court terme, parce qu'on a eu quelques échanges avec eux, et notamment il y a une personne qui va intervenir effectivement cet après-midi, nous expliquer que en fait, le collaborateur, il est reboosté, se sent utile, même si on pourrait se dire, il se sent utile en étant postier. Mais en fait, non, il faut aller au-delà, et donc il revient avec, avec aussi une reconnaissance auprès de l'entreprise. Réénergiser, aller chercher du sens à l'extérieur. Et puis il revient donc en pleine forme quand il a terminé sa mission de courte durée. Vous souhaitiez réagir? Oui, très rapidement. C'est-à-dire que ce sont aussi des contenus de formation finalement, parce que c'est la consolidation ou l'acquisition de savoir et de savoir-faire, donc de compétences que l'on peut après remettre en pratique dans le cadre professionnel stricto sensu. Peut-être qu'il faut aussi un travail de conscientisation par rapport à ça, montrer aux salariés que, enfin, je dis pas ça pour vous, mais pour d'autres organisations qui peut-être pourraient être tentées de le faire, c'est une manière pour l'entreprise de laisser le salarié se former à moindre coût, à moindre frais, et en même temps on est dans la démarche de bien-être au travail et de se sentir de se sentir écouté par son employeur. Je pense que si c'est bien fait, il faut que ce soit bien fait quand même, ça peut être vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Il faut sans doute des garde-fous sur le temps de travail, à partir de quand s'arrête le temps de travail, et ne pas empiéter non plus sur le droit. Bon, évidemment, on a des lois qui sont suffisamment cadrées en France pour ça, mais il faut faire attention aussi à ça, pas donner l'impression ou le sentiment que l'employeur essaie de grignoter aussi un petit peu sur la vie personnelle. Je me risque à mon dernier anglicisme, c'est promis de cette émission, quand la frontière poreuse entre la vie pro, la vie perso et maintenant la vie dans le domaine de l'ESS par exemple, donc la deuxième vie professionnelle, c'est le blurring, hein, c'est ça, quand la frontière devient poreuse, c'est ça? C'est le flou. Hein, j'apprends plein de mots aujourd'hui, c'est le blurring. Okay. Vous ne connaissiez pas blurring? Non, mais voilà, je me forme aussi aujourd'hui, donc c'est bien pour moi. Voilà, mais c'est le dernier, je crois, plus qu'il y ait d'anglicisme, on n'aime pas trop ça ici. En tout cas, on a bien compris ce que vous vouliez dire, et donc avec ces collaboratrices, collaborateurs qui reviennent régénérer quand ils sont allés voir à l'extérieur. Nous avons un autre invité ce matin. Il est président fondateur du Learning Planet Institute. Il est biologiste et polytechnicien, un observateur donc avisé du monde qui nous entoure. Bonjour François Tadei. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci de nous avoir rejoints entre deux réunions et occupations. Vous êtes l'auteur d'un livre chez Kalman Levy, qui s'appelle « Et si nous ?» On vient de parler, avant que vous nous rejoigniez, de cette jeunesse qui devient exigeante avec les adultes, cette jeunesse qui devient exigeante avec ses futurs employeurs, une jeunesse en quête de sens, une jeunesse qui veut de l'impact au quotidien, qui veut pas travailler pour rien, et ce n'est pas qu'une question d'argent. Qu'est-ce que vous observez, François Tadei, de votre côté, sur ces tendances, cette jeunesse et l'adaptation dont doit faire preuve l'université et les entreprises? Merci et désolé d'arriver un peu tard. J'ai été marqué par la volonté de cette jeunesse de s'engager toujours plus. Je pense qu'on l'a tous été, et de réponses des institutions très contrastées. Je voudrais au passage citer le secrétaire général des Nations Unies qui, en septembre, quand il a reçu cette jeunesse dans un sommet mondial sur la transformation de l'éducation, il leur a dit en fait notre institution, mais c'est probablement vrai de toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, scolaires, universitaires ou autres, a 4 manières en fait d'interagir avec la jeunesse. La première, c'est de l'ignorer. La deuxième, c'est de faire semblant de l'écouter. La troisième, c'est d'avoir un vrai dialogue. Et lui, dit-il, les Nations Unies ont fait trop longtemps 1 et 2 et commencent à peine à faire 3. Et la quatrième, c'est de co-construire l'avenir ensemble.
Chaque institution peut, y compris les universités, s'interroger sur où elles sont entre ces 4 étapes. Et ce qui est sûr, c'est que les jeunes souhaitent passer à la 4e et sont fatigués des 2 premières. Et donc, on a besoin de co-construire avec eux et en particulier de co-construire à toutes les échelles. À construire non seulement aux échelles locales, où c'est déjà pas si simple, mais y compris à l'échelle planétaire, puisque aujourd'hui, on a une jeunesse qui se rend bien compte que l'état de la planète va en se détériorant et que, quelque part, les générations précédentes n'ont pas toutes été des bons ancêtres, au sens où elles n'ont pas laissé la planète dans un état au moins équivalent à la manière dont elles l'ont trouvée. Et donc, on voit qu'il y a des enjeux de démocratie, y compris, parce que, par exemple, 50% de l'humanité a moins de 30 ans, mais seulement 2% des décideurs ont moins de 30 ans. Et donc, les décisions qui sont prises par les anciens, les plus anciens, ne correspondent pas forcément aux besoins de cette jeunesse. Donc, il y a une opposition qui peut devenir constructive ou pas, qui est en train de se marquer toujours plus. Donc l'idée de construire avec les jeunes, alors ça veut dire qu'on ne segmente plus la population, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de vieux, et on est tous citoyens du monde pour construire le monde de demain, c'est ça? Exactement. On pourrait tous devenir ce que j'appellerais des planetizens, donc des citoyens du monde, qui seraient à la planète ce que les citoyens sont à la cité, mais de manière beaucoup plus inclusive. Je ne sais pas si vous avez jamais questionné la notion de citoyenneté, mais historiquement, c'est des hommes en armes qui défendent les murs de la cité, ce qui est mieux que des sujets d'un despote, mais c'est moins bien que une vision plus inclusive où les femmes sont devenues citoyennes, mais seulement très lentement, et où les enfants sont toujours pas citoyens, les migrants sont toujours pas citoyens, et en plus les murs de la cité ont séparé les humains de la nature, et alors que si on était des planétizens, des planétoyens, on serait forcément plus inclusif, puisque tous ceux qui sont nés sur la planète seraient automatiquement des planétizens, et par défaut, au lieu de défendre les murs de la cité, ben, on défendrait les limites planétaires, et donc on défendrait nos écosystèmes, notre climat, nos océans, la qualité de l'air qu'on respire, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, on vit une espèce de tragédie des communs planétaire, et face à cette tragédie des communs où on surexploite les ressources, mais on surexploite y compris ce qu'on appelle les ressources humaines, et donc on voit bien qu'on a besoin d'aller vers une perspective où on apprend à prendre soin de soi, des autres et de la planète dès le plus jeune âge, et dès le plus jeune âge on peut être entendu. Pourquoi est-ce que les enfants ne veulent pas, ceux qui essayent de rationaliser les arguments les plus souvent entendus, disent c'est parce qu'ils ne comprennent pas la complexité des sujets, c'est parce qu'ils ne sont pas bien informés, c'est parce qu'ils ne sont pas bien éduqués, c'est parce qu'ils sont trop influençables. Il se trouve que ces 4 arguments étaient exactement les arguments qui étaient avancés au XXe siècle pour que les femmes ne votent pas, et au XIXe siècle pour que les pauvres ne votent pas, et au XVIIIe siècle pour que personne ne vote. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit les arguments les plus raisonnables, d'autant que est-ce que tous les adultes sont bien éduqués, bien informés, comprennent la complexité des enjeux et ne sont pas influençables? On peut au moins s'interroger sur le sujet. Et sur l'adaptation du monde universitaire, l'adaptation du monde de l'entreprise à ces nouvelles tendances, qu'est-ce que vous avez à nous dire? En fait, n'importe quel moi je suis biologiste de l'évolution, et il y a une loi assez simple dans l'évolution qui est: si vous évoluez moins vite que votre environnement, vous allez devenir obsolète avant de vous en être rendu compte. Donc typiquement, les universités, elles font de la recherche sur beaucoup de sujets, mais quasiment pas sur elles-mêmes, sur quelle est la place de l'université dans le XXIe siècle. Comment est-ce qu'elles peuvent justement co-construire l'avenir avec ces étudiants? Je pense que les universités, elles ont un rôle assez essentiel que n'ont pas forcément les entreprises ou d'autres instances publiques, parce qu'elles regroupent à la fois des chercheurs de toutes les disciplines, et elles regroupent des jeunes qui veulent apprendre et qui veulent avoir un impact positif sur le monde. Donc elles peuvent devenir des laboratoires
du monde de demain en co-designant et en co-construisant l'avenir avec ces jeunes, ce qui suppose de sortir un peu des logiques très disciplinaires qui sont celles qui dominent aujourd'hui, et plutôt que de mettre les jeunes en compétition sur les savoirs d'hier, on peut les inviter à coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour qu'ils puissent co-construire demain. Et donc ça, un certain nombre d'universités ont commencé à le faire à travers le monde, un peu moins en France, mais ça commence à venir. Et donc ça, je pense que c'est très important. Et les entreprises, dans une certaine mesure, elles n'ont pas forcément les missions de l'université en termes d'investir dans la recherche et dans la formation autant, mais en fait, elles ont besoin aussi d'investir dans la recherche et dans la formation, et elles ont besoin d'explorer de nouveaux modèles économiques, de nouvelles manières d'être au monde et de nouvelles manières d'attirer ces jeunes générations. Donc je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent devenir, ou d'organismes publics qui veulent devenir des organisations apprenantes, c'est-à-dire des organisations où on développe cette réflexivité, cette capacité à s'interroger sur ce qui fait du sens, sur ce que c'est qu'apprendre, sur comment est-ce qu'on peut faire ensemble des choses que l'on ne saurait pas faire seul, et comment est-ce qu'on peut relever des défis complexes, pas forcément d'une manière hiérarchique qui bride les initiatives, et d'une manière beaucoup plus horizontale qui permet à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice et même à la construction de ponts vers l'avenir. L'université et les entreprises qui doivent s'adapter. Nous avons Marie-Cécile Nave à nos côtés. Cher François, les délégués généraux France Université et Politis, et souhaiterait réagir ou compléter votre propos. Hello François. Non, mais je rejoins bien sûr ce que dit François sur des sujets dont on discute très régulièrement, pas plus tard que cette semaine, je crois. J'avais un petit point pour rebondir sur ce que tu disais, François, sur la question de la recherche dans les entreprises. Les entreprises ne s'appuient pas suffisamment, je crois, sur les doctorants et les docteurs. Il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de financer ou de cofinancer des thèses dans le secteur privé, mais même une fois que la thèse est terminée, d'embaucher les docteurs, et les docteurs, donc formés par la recherche jusqu'au bout des études que l'on peut faire, ont une capacité d'adaptation à des écosystèmes professionnels, et y compris économiques marchands, qui est inégalée dans toute la palette des diplômes dont on peut disposer, et qui permettent d'avoir un regard beaucoup plus ouvert, beaucoup plus curieux, que pourraient avoir des formations un peu plus figées, même si évidemment tout évolue aujourd'hui. Dans les diplômes et dans les certifications. Mais je pense que c'est un potentiel qui, en France, est sous-exploité, alors qu'il est beaucoup plus exploité dans d'autres pays. La classe politique allemande, par exemple, est formée est constituée très majoritairement de docteurs. C'est absolument pas le cas en France. C'est un peu... L'ENA, c'est un peu le prisme de l'ENA est maintenant INSP, mais l'INSP, justement, parce que nous, on a beaucoup travaillé en amont dans la création de l'INSP, nous, à France Université, pour les ouvrir au monde de la recherche, pour créer un doctorat, des bourses de doctorat spécifiquement pour les administrations de l'État, et pour faire en sorte que la formation par la recherche soit davantage intégrée dans cette formation initiale, mais dans la formation continue aussi des hauts fonctionnaires. Et je crois que un des défis que l'on a, puisque François, tu parlais des défis, c'est de vraiment décloisonner à la fois les secteurs dans lesquels on évolue, mais aussi les certitudes que l'on peut avoir sur le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il pourrait être demain. Et faire tomber les clichés. Effectivement, vous parlez de l'Allemagne. Je crois que docteur, donc PhD, c'est une civilité aussi en Allemagne. Monsieur, madame, mademoiselle et docteur. On va se tourner vers le docteur Cécile Padeloup de La Poste. Les doctorants, pour répondre à cette question sans doute, les doctorants à La Poste, est-ce que vous en avez en magasin ? Malheureusement, vous me posez une colle. J'ai pas assez de recul pour pas assez de recul. Aurore, vous avez des choses là-dessus ? Pas forcément sur les docteurs, mais en tout cas, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'effectivement, on se rend compte que de plus en plus, et ce que disaient François et Marie-Cécile, c'est que va falloir qu'on travaille tous, qu'on travaille, d'ailleurs c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qu'on se mette tous ensemble
parce que ce qui est en train de se passer en termes de transition, d'évolution, de transformation profonde, mais là, voilà, j'ai des gens qui sont bien plus au fait que moi, mais en écologie, en niveau économique, sociétal, est vraiment très important, et que du coup, on voit que ça s'accélère, que les jeunes générations, effectivement, nous poussent et nous forcent à ce que ça s'accélère. En même temps, comme dit Cécile, ça concerne toutes les générations, parce que nous, d'avoir ces jeunes qui poussent, ça libère vraiment aussi des gens beaucoup plus âgés. Et on a des gens en fin de carrière. On n'aurait jamais imaginé que finalement, quand les jeunes ont dit nous, on a envie de s'engager, de donner de notre temps, de chambouler, de voir différemment, d'avoir cet équilibre, les plus âgés, même sans fin de carrière, ils étaient très contents. Et ils ont dit, mais oui, en fait, nous aussi. Donc voilà, ça nous pousse à évoluer. Et finalement, de plus faire se rejoindre nos mondes, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on a essayé, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui aussi en conviant des gens d'autres horizons. C'est vraiment de travailler de plus en plus ensemble. Et vous voyez, c'est marrant la vie, parce que ce matin, j'étais bloquée dans le RER avec une professeure de collège et que je connais par ailleurs, et on a commencé à discuter. Je lui ai dit où j'allais et elle m'a dit, mais moi justement j'essaye vraiment qu'on prenne conscience, et c'est compliqué parce qu'en fait on a tous, certains, des bonnes volontés, mais on a des structures qui sont lourdes à bouger, que ce soit au niveau universitaire, au niveau des grandes entreprises. Et encore, nous, je trouve qu'il faut saluer quand même que je trouve que la Poste, et c'est pas parce que j'y travaille, mais honnêtement, c'est une très vieille entreprise, et en même temps, elle a toujours réussi à s'adapter, à se renouveler, à changer, à faire évoluer nos métiers. Et on est toujours là avec voilà, des gens engagés qui l'ont toujours été. On essaye de... Et en plus, je pense qu'on se remet souvent en question. On essaye de réfléchir, de se remettre en question, d'évoluer, donc de s'ouvrir sur d'autres mondes. Et de plus en plus, il va falloir qu'on travaille ensemble. Donc oui, on est preneur d'avoir des doctorants, Marie-Cécile, pour nous aider à réfléchir peut-être à ces transformations. Ce que tu décris là, c'est de la recherche aussi, c'est de la recherche citoyenne, c'est de l'expertise d'expérience, c'est de la recherche participative. Il faut envisager ce terme recherche et chercheuses et chercheurs comme étant... comme correspondant à une acception, un sens beaucoup plus vaste qu'on pourrait le penser. Et la recherche sort des laboratoires de plus en plus et a besoin aussi de ces savoirs de terrain pour s'enrichir. Et ça, c'est assez nouveau. Mais effectivement, un des grands défis, c'est de décloisonner les expertises, les parcours et les certitudes que l'on a vraiment sur le monde dans lequel on vit. Et sur ce décloisonnement, François, vous êtes optimiste ? Je suis mélioriste, c'est-à-dire que je cherche à améliorer les choses et je pense qu'effectivement, la prise de conscience est toujours plus grande du fait qu'il y a toujours plus de crises, toujours plus de besoins et de défis qu'il faut savoir relever, et qu'il n'y aura pas de solutions simplistes, et il n'y aura pas de solutions qui sont pensées par un unique jupitérien ou quoi que ce soit de ce type. Et donc, on a besoin d'inventer des manières de co-construire l'avenir. Et comme le dit très bien Marie-Cécile, c'est des questions de recherche, mais comme le mot recherche, on a l'impression qu'il y a seule une petite élite qui peut y contribuer. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce que disait Marie-Cécile, c'est qu'en fait, on est par exemple tous nés chercheurs. Ça a été montré par une chercheuse justement à Berkeley. C'est comme ça qu'on a tous appris à parler et à marcher. C'est en expérimentant, en explorant, en tombant, en se relevant et en apprenant de nos échecs. Et ça, c'est inné. Mais cette capacité d'exploration qui est innée chez chacun d'entre nous, elle n'a pas forcément été développée de la même manière chez chacun d'entre nous, parce qu'il y en a plein qui nous ont dit que la curiosité était un vilain défaut, qu'il fallait rester assis à sa place et qu'il fallait exploiter les solutions d'hier, alors qu'en fait, les solutions d'hier, elles nous amènent dans le mur, donc il faut explorer autre chose. Et donc ce dilemme entre exploration et exploitation, dans un monde parfait, si on a la solution parfaite, on peut se contenter de l'exploiter éternellement. Mais dans un monde avec autant de crises que ce qu'on a, il faut explorer d'autres possibles. Et cette exploration, elle suppose de créer des collectifs. Si vous êtes un explorateur dans le monde physique, vous n'allez pas le faire seul, vous allez vous renseigner, vous allez utiliser des cartes, vous allez vous équiper. Et donc, si vous voulez explorer dans le monde des idées, dans le monde des projets, dans le monde des défis, vous avez besoin de
vous organiser, de créer des équipes, d'utiliser des cartes de la connaissance actuelle, des cartes des défis. Vous pouvez utiliser des GPS des projets, voire des GPS des rêves, des GPS de la connaissance pour circuler. Donc il y a des questions de recherche sur comment on peut faire de la recherche, comment est-ce qu'on peut la rendre accessible à tous, comment est-ce qu'elle peut devenir participative, comment est-ce qu'elle peut intégrer les expériences de terrain que tout un chacun a. Et donc, si personne n'a la solution face aux défis de demain, chacun d'entre nous a au moins des pistes. Et en mutualisant ces pistes, si chacun apporte sa brique, on peut construire des ponts vers le monde de demain, mais ça suppose de s'organiser un peu différemment et de créer à la fois des organisations apprenantes, mais aussi des sociétés apprenantes, voire une planète apprenante, dans laquelle on peut tous ensemble mutualiser ce qui marche et s'interroger sur les difficultés qu'on a et voir s'il y a une masse critique de gens qui ont envie de relever ensemble le même défi, qui partagent les mêmes rêves et je pourrais finir en citant John Lennon qui disait « Je suis peut-être un rêveur, mais je ne suis pas le seul ». Et donc, si vous n'êtes pas les seuls à ambitionner de transformer quelque chose, peut-être que collectivement, vous avez plus de chances d'y arriver que de le faire seul. Des défis qui se relèveront donc collectivement, Marie-Cécile? À condition de trouver les bons cadres pour le faire. Et ça fait partie des choses qu'il faut inventer, qu'il faut co-construire. Dans quel cadre, dans quelles circonstances on peut dialoguer, on peut échanger. Et c'est l'enjeu de démocratie dont parlait François tout à l'heure. Et là, je suis un petit peu sévère sur mon époque parce que je pense que on a de moins en moins de cadres de débat et de conversation, de plus en plus de cadres de polémique. Avec les modèles économiques du clash et du buzz. Et de l'hystérisation. Et de l'hystérisation, mais ce sont des machines à cash en fait. Ce sont des machines à cash sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de chaînes de télévision et peut-être de manière plus globale, je ne sais pas. Mais un des grands défis de notre actualité et de notre avenir proche, c'est de réinventer ensemble des cadres de conversation, des cadres de débat et de discussion. Et je crois qu'il y a une véritable attente d'une grande partie de la population, de la jeunesse, mais pas seulement de la jeunesse, une véritable attente dont on ne soupçonne pas l'ampleur. Très bien, nous avons tâché ce matin de créer des conditions apaisées de discussion avec nos invités. Si vous voulez, côté La Poste, ajouter, avant de terminer cette émission, quelques mots, c'est à vous. Juste en quelques mots, mais la dernière intervention de Marie-Cécile m'inspire sur les cadres de communication, de partage et de co-construction. Pour vous partager une bonne pratique qui a été mise à La Poste, on n'aura pas le temps de la développer là, mais c'est un espace de parole qui s'appelle Parlons Zen et qui permet de poser en équipe des difficultés auxquelles sont confrontées les équipes au quotidien et de pouvoir trouver des solutions ensemble. Donc il y a ce côté-là de co-construction, de libérer la parole et de profiter des bonnes idées de tous qui est très intéressant dans un processus d'amélioration continue. Et de s'écouter les uns les autres. Ce sera le mot de la fin. Merci François Tadei d'être venu à notre rencontre ce matin. Merci beaucoup Chanez. On vous souhaite tout le meilleur pour le début de votre carrière, pour votre Master 1, votre année de césure, etc., etc. On a compris que vous étiez déterminés. Merci beaucoup Marie-Cécile, Cécile et Aurore, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Une autre émission à suivre cet après-midi. À quelle heure, Aurore, cet après-midi? 14h, Yann. À 14h, rendez-vous 14h avec d'autres invités dans le cadre de ce mois de l'ESS. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir, bonne journée.